Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais avec impatience puisque c'est le pourquoi c'est culte d'une de mes séries préférées. Une équipe de choc, une porte des étoiles, des extraterrestres très badass, c'est de la SF comme on l'aime. Stargate SG1, pourquoi c'est culte. Alors Stargate SG1, c'est une série télévisée américano-canadienne, une des plus longues de l'histoire de la SF puisqu'elle dure 10 saisons et 214 épisodes. Elle est entièrement dérivée du film tout aussi culte de Roland Emmerich, Stargate, La Porte des Étoiles. Elle est donc diffusée entre 97 et 2007 aux États-Unis, d'abord sur Showtime, puis sur Sci-Fi, et en France, comme d'habitude, sur la mythique chaîne M6. Alors avant de vous pitcher la série, comme d'habitude, je vais d'abord vous pitcher le film puisque la série est une suite directe de ce qui s'est passé dans le film. Le film, c'est simple, c'est une expédition d'archéologues en Égypte qui découvre une porte capable d'aller dans une autre dimension. C'est le même Daniel Jackson qui est l'archéologue et le même Jack O'Neill qui lui est le militaire sont mandatés pour une mission, c'est-à-dire traverser cette porte des étoiles et aller voir ce qui s'y passe de l'autre côté. Et ils découvrent une civilisation entièrement asservie par un tyran qui s'appelle Ra. Je vous fais pas un dessin, ils vont réussir à le renverser, à s'enfuir et à retourner bien sagement sur la Terre. Sauf que, et c'est là tout le pitch général de la série qui se déroule un an après le film, un jour, alors que le programme Stargate est à l'abandon puisqu'ils sont censés avoir détruit le monde de l'autre côté de la porte, des gens débarquent par cette même porte et envahissent le monde des humains. On se retrouve donc avec quelques soldats extraterrestres habillés exactement comme les extraterrestres du premier film qui envahissent la base Stargate. Ils se font rapidement éliminer, mais ça pose beaucoup de questions. Comment ont-ils pu arriver là? Et c'est tout le point de départ de l'histoire de la série, c'est que le professeur Jackson découvre qu'en fait cette porte ne va pas que vers un endroit, mais tisse tout un réseau vers plusieurs planètes, galaxies différentes. À partir de là, le programme Stargate est relancé avec 9 équipes, dont une équipe qu'on va suivre tout le long de la série, la SG1, composée donc du même O'Neill, du même Jackson et de 2 autres personnages qui vont arriver. Til, qu'un extraterrestre qu'ils ont trouvé dès le début et qui veut se joindre à l'équipe du SG1 parce que son monde est menacé. Et Samantha Carter, la femme badass de l'équipe qui sait se battre à merveille mais qui surtout est une brillante physicienne. À partir de là, la mission du programme Stargate, c'est d'emprunter cette porte qui l'emmènera vers des planètes différentes, des galaxies différentes pour libérer ces planètes de l'emprise des Goa'uld qui sont donc les disciples de Ra. Premier point, vous savez qu'on aime bien commencer par ça, c'est un peu l'instant critique. Un premier argument qui me paraît indéboulonnable dans le culte Stargate, c'est bien sa longévité. On a 10 saisons, 214 épisodes, et surtout ça a tenu le rôle pendant très longtemps de la série de science-fiction qui s'est tenue le plus longtemps sans interruption à la télévision. Avec donc ces 214 épisodes et ces 10 ans de diffusion, elle dépasse les 200 épisodes de X-Files, et maintenant elle a été dépassée, et c'est un drame, par une série que j'aime pas trop qui s'appelle Supernatural, et dans laquelle joue d'ailleurs l'actrice de Samantha Carter. Deuxième argument, et là c'est plutôt une question d'image et de vieillissement, c'est une des premières séries à gros budget de SF qui vieillit bien, c'est indéniable. Déjà c'était 1,5 million de dollars par épisode à l'époque, ce qui était énorme. Pour info, un épisode de Game of Thrones aujourd'hui c'est 8-10 millions de dollars. Et grâce à cet investissement, ces effets spéciaux, tous ces décors qui ont été faits main, ça vieillit bien contrairement à des monuments comme le Star Trek première génération où effectivement c'est mythique mais quand tu regardes t'es un peu le cul sur ta chaise, tu fais qu'est-ce que c'est que cette... Autre chose qui contribue nettement au fait que Stargate SG1 soit une série culte, c'est bien tout l'univers qu'elle a tissé autour d'elle. C'est un vrai monde à part, c'est un bloc de pop culture parce que ça a persisté pendant au moins 2 décennies. On a eu des téléfilms inspirés de, et je vous préviens, je me rappelle pas de tous les noms, c'est n'importe quoi. On a eu des téléfilms inspirés de cette série, des autres séries qui sont des suites plus ou moins, on se souvient de Stargate Atlantis, ou de Stargate Universe. Il y a eu aussi, et je vous défie d'y jouer parce que c'est juste nul, 1000 jeux vidéo sur tel ou tel univers du monde Stargate SG1. Et plus récemment, surtout, il y a une préquelle en série qui est en préparation, enfin qui est déjà tournée, puisqu'on a vu la bande-annonce il y a pas longtemps, et qui va sortir, qui s'appelle Stargate Origins, et qui revient vraiment bien avant tout ça, c'est-à-dire quand Catherine Langford a découvert la première porte des étoiles à Gizeh en 1928. Du point de vue du scénario, ce qui en fait une série culte et ce qui est fascinant, c'est que c'est infini. En fait, ils ont choisi de tout mélanger, ça donne une richesse incroyable, puisqu'on a à la fois un truc emprunt à l'histoire, c'est-à-dire c'est beaucoup de la mythologie égyptienne, de la mythologie bouddhiste, toutes ces références-là, ça fait appel à de l'histoire même, l'histoire de notre monde, puisqu'il y a typiquement le côté guerre froide, côté conflit avec d'autres pays, etc. Et ils mélangent tout ça avec aussi des références pop culture et ça fait une espèce de grand pot pourri, oui j'ai utilisé le mot pot pourri, où en fait tu peux partir dans tous les sens, c'est infini et c'est pour ça qu'il y a tant de bons épisodes qui sont tellement différents. Plus généralement, ce qui fait de Stargate SG1 une série mythique, c'est bien qu'elle a réussi à faire un cocktail incroyable de tous les codes de la SF. Alors non pas qu'elle ait inventé quoi que ce soit, on va pas se lancer là-dedans, effectivement des séries comme Star Trek et X-Files, chacune à leur manière ont défini vraiment les codes du genre, mais Stargate SG1 a réussi à rassembler tous les ingrédients parfaits pour le cocktail
cocktail parfait. On a donc une équipe de choc composée de personnages un peu caricaturaux, mais auxquels on s'attache individuellement et quand ils sont en groupe. On a ce côté univers infini, on franchit la porte, on ne sait pas où on va et c'est ça le mystère. On a le côté des méchants très badass, c'est ça qui est important, c'est des méchants auxquels on s'attache aussi et on les suit tout le long des saisons. Et on a surtout ce fameux mélange entre des rebondissements, de la surprise, de l'action, mais aussi de l'humour et de l'émotion. En gros, Stargate, c'est une série qui est en avance sur son temps. Alors ok, elle a rien inventé, mais depuis, il n'y a rien eu de vraiment neuf dans ce genre-là, ce genre de série science-fiction. Et on le voit très bien avec des séries comme The Expanse, Battlestar Galactica ou The Undread. C'est exactement les mêmes codes appliqués un peu moins bien selon moi. Alors pour les scènes cultes, la plupart du temps, normalement, on essaie de choisir des scènes en fonction des personnages pour que ça balaye bien toute la série. Là, on a fait plutôt un épouvantail. Un épouvantail. Parce que ce qui est ouf au final avec Stargate, c'est que ça nous projette dans un monde irréel et pourtant on se reconnaît, on s'identifie dans certains personnages, dans certaines situations. En fait, c'est une série qui nous ressemble. Voici mon petit top 5 des scènes cultes que j'ai choisies de Stargate SG1. Hello. Hi. So what'd you do? We didn't do anything. We've got a little problem with the establishment. I so relate to that. So if you could take us as far as New York, we'd... I really love your hair. Thanks. Listen, we could really use some cheap clothes. So if you see a cheap clothes place around, we'd appreciate it. No sweat. So, your thing, that thing, what's it symbolize? Peace? Slavery. To false gods. Right on. So, it's made out of... Do not discuss it further. I dig. It's cool. So you just go AWOL? Hey, we're cool. After the concert, me and Jenny, we're even thinking of crossing the border up to Canada. For what reason? You know, man. The war. The war with Canada. No. Colonel! Jack! Can you hear me? His pulse is racing. Daniel, dial the gate. They'll call me Neonak no longer. From this day forth, I will reclaim my real name. Apophis. And now, the conclusion. You do understand we're not too happy to see you. Your insolence is music to my ears. When I first saw you here, I knew I had found the path out of damnation. You will be the means by which I reclaim the power and position that is rightfully mine. Your mate, Amunet, is dead. Sorry to ruin your day. No, actually, I'm wrong about that. I'm not sorry. Sokar sent word to me of Amunet's death. I did not believe it. Well, believe it. It's true. I understand that, Captain. What I need to know is, what do you see? Do you have a visual? 10 squadrons airborne on intercept course. The target has changed heading. It's dropped out of control to entry vector. The target is breaking up. We have visual confirmation. A fireball headed for the Pacific Ocean 400 miles off the coast of California.
Naval recovery teams are moving in to deal with any wreckage. I'm sure you were right, Dr. Jackson. The point of commandeering the Stargate had to be an escape. I just hope they made it out in time. Exactly how many of these loops have we been through? I've lost track. That must be frustrating. Yeah. On the other hand, it's kind of an opportunity. How's that? Well, think about it. I mean, if you know in advance that everything is always going to go back to the way it was, then you could do anything for as long as you want without having to worry about consequences. Excuse me. Bird, how's it going? Fine, sir. Oh, yeah. That'll play. How far is Alaris, anyway? Several billion miles away. That's gotta be a record. Colonel Neal, what the hell are you doing? In the middle of my backswing! Sorry, sir, I didn't realize. Excuse me, George. Colonel, what are you doing out of uniform? Handing you my resignation Resigning? What for? so I can do this. What are you smiling at? Nothing. Alors les personnages, comme dans toute grande série qui se respecte, ils sont caricaturaux, ils correspondent chacun à un profil type. Et là, on est clairement dans les personnages de série B, chacun leur caractère, un seul point commun, ils ont beaucoup perdu, ils ont fait beaucoup de sacrifices et du coup ils ont plus rien à perdre. Le leader de la SG1, c'est donc Jack O'Neill, qui est joué par le mythique Richard Dean Anderson de MacGyver. Alors lui, c'est le bourrin, c'est le mec qui a de l'humour noir, bien gras, qui est complètement borné et qui est parachuté dans un truc où il comprend pas tout. Il est un peu à la traîne intellectuellement par rapport au mec qui l'accompagne, mais c'est un homme de main redoutablement efficace. Comme toujours, il est accompagné de son fidèle lieutenant et meilleur ami, le professeur Daniel Jackson, qui lui est plutôt un archéologue. Alors lui, c'est typiquement le geek intello, il sait tout, il sait parler je sais plus combien de langues, il parle même les langues extraterrestres, et c'est vraiment l'expert sur le terrain de tout ce qui est résolution d'énigmes et déchiffrage de hiéroglyphes. À chaque fois, il a des grands papiers, il y a que des dessins. Oui, ça veut dire qu'ils vont arriver. Ils sont accompagnés, puisqu'il en faut bien une, d'une femme, Samantha Carter, et c'est typiquement la femme de SF, c'est-à-dire l'alliance du combat et de l'intelligence. Elle se bat incroyablement bien, mais surtout ce qui lui donne du mérite d'être là, c'est que c'est une brillante physicienne. Et à ce trio d'humains s'ajoute, et il en fallait bien aussi, un extraterrestre, donc qui veut, pour protéger son peuple, rejoint la SG1. Lui, c'est le ressort comique, c'est justement qu'il est perdu sur Terre. Il comprend pas les manières de vivre, il comprend pas le délire des humains, comment ils fonctionnent. Ça donne des scènes mythiques, pour ceux qui savent, quand il boit du café, quand il découvre le café, c'est une de mes scènes préférées. Et surtout, c'est un peu le gros nounours, il a l'air vraiment violent, et en fait, c'est quelqu'un de profondément humain et qui s'attache beaucoup aux gens. Et comme d'habitude aussi, qui dit équipe, dit chef, et là, c'est le général Hammond, parce que
effectivement c'est le grand patron du programme Stargate SG-1 et c'est surtout le grand souffre-douleur puisqu'il doit subir le côté impulsif de Jack O'Neill et de son équipe. Mais en même temps, il a un petit côté j'hésite pas à mettre la main à la pâte, donc pour ça c'est un personnage important et récurrent. Pour ce qui est de ce qui se passe de l'autre côté de la porte des étoiles, on va distinguer deux peuples qui à mon avis sont les plus importants dans tout le cheminement de la série. C'est d'abord les grands méchants, c'est les Goa'uld. Donc c'est des extraterrestres qui, c'est un classique aussi de la SF, pour survivre s'emparent de corps d'autres espèces pour devenir leur hôte. Donc à y regarder de plus près, les Goa'uld en fait c'est plutôt des espèces de larves et tout qui s'insinuent en toi, etc., qui prennent ton contrôle et après ils prennent ton apparence. Et c'est pour ça aussi que les grands méchants ont les noms d'Apophis, d'Anubis, etc. C'est que à l'époque ils ont pris l'apparence, enfin le corps de ces personnes. Donc forcément l'objectif des Goa'uld c'est de coloniser le plus de corps et le plus d'espèces et donc de prendre le contrôle de la galaxie comme tout bon méchant qui se respecte. Mais dans leur combat contre les Goa'uld, les humains ont un allié surprise puisque c'est les Tok'ra et donc c'est exactement la même chose que les Goa'uld sauf que eux ils prennent la chose de l'autre manière. Les autres qu'ils occupent, ils vivent en symbiose avec eux et ce qu'ils veulent c'est faire le bien sur la Terre. Donc logiquement ils deviennent des alliés du programme Stargate et même ça va plus loin puisque un des Tok'ra prend le contrôle du père de Samantha Carter qui va mourir d'un cancer pour le sauver et qui donc devient un allié précieux et le personnage devient un personnage important. Qui dit série culte dit anecdotes qui entourent le tournage, l'univers, etc. Et là, je peux vous dire qu'il y en a une ribambelle. Oui, j'adore ça, vous. La première, et c'est pas des moindres, Stargate SG-1 est la seule série qui, à ce jour, a été supportée par l'armée américaine. Ils glissent 2-3 trucs à eux tout au long des épisodes, mais surtout, le plan où vous voyez le début d'entrée du tunnel de la base de la Stargate est une vraie entrée de la base de l'American Air Force, aussi située dans les montagnes Cheyenne. Anecdote casting maintenant, Teal'c est le personnage qui apparaît le plus de fois tout au long de la série, puisqu'il n'a manqué qu'un épisode. C'était épisode saison 8, épisode 12. Je l'ai appris par cœur, je vous rassure. Il en a loupé qu'un seul, donc on lui pardonne. Autre anecdote, il y a seulement 2 acteurs au casting du film de Roland Emmerich qui se sont retrouvés au casting de la série. C'est Eric Avary et Alex Cruz. Ils ont gardé exactement le même rôle dans le film et dans la série. Alors toutes les anecdotes de tournage, les choses qu'on lit sur les tournages, les vidéos qu'on peut voir de comment se passait le tournage, on est estomaqué parce qu'il y avait une ambiance de dingue sur le plateau. Les mecs arrêtaient pas de se marrer, ils se faisaient des blagues and co. Et ce qui participe à ça, c'est notamment un des réals. Alors lui, il s'est tapé un délire complet, il est complètement fou. Il a tourné beaucoup d'épisodes et son obsession, c'était d'apparaître dans le plus d'épisodes possible. Alors il joue des militaires, des médecins, il est dans des photos de dossiers, il est dans des noms d'algorithmes, il est partout, il apparaît dans au moins une vingtaine d'épisodes et ça donne un côté un peu fun, d'autant qu'il va beaucoup plus loin. Il essaye de glisser le nom Penn Hall dans tous les épisodes qu'il réalise, puisque c'est un clin d'œil au rôle qu'il jouait quand il était acteur de Douglas Penn Hall dans 21 Jump Street. Alors on va faire un petit point d'essai, aller-retour vers l'au-delà, parce que c'est ça qui montre clairement le côté what the fuck de la série. On a tenu les compteurs, Samantha meurt 9 fois, Jack O'Neill 14, Daniel Jackson 15, et Teal'c possède le record avec quand même 22 morts. On est clairement dans un délire Kenny dans South Park, autant vous dire que Jon Snow, c'est un petit bras à côté. Et en bonus, on s'est dit qu'on pouvait pas passer à côté de ça, puisque depuis le début de la vidéo, on n'arrête pas de parler Star Trek, Stargate. Je pense que je vais me faire défoncer, parce que j'ai dit certaines choses sur Star Trek, j'en suis désolé, mais Stargate, c'est mon petit chouchou d'enfance. Enfin bref, pour revenir à nos moutons, même les acteurs de Stargate se sont amusés de cette comparaison qui est obligatoire avec Star Trek, et ils nous ont livré leur propre petite parodie. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, je pense que maintenant, c'est certain, vous en êtes sûr, vous allez la mater dès ce soir. Stargate SG-1 est une série culte pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Bon, maintenant, vous savez, c'est un peu le moment de le mettre dans le classement. On en est donc, je vous rappelle quand même, avec Friends tout en haut, Le Prince de Bel-Air devant Buffy contre les vampires et Malcolm qui ferme la marche. Honnêtement, j'ai réfléchi, j'ai tourné le problème dans tous les sens. Je pouvais pas mettre Stargate SG-1 au-dessus d'une de ces 4 séries, donc Stargate SG-1 pour l'instant est 5ème et c'est sa place, mais ça n'empêche pas que c'est une série culte. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce classement, à me défoncer sur ce que j'ai dit sur Star Trek, à essayer de bousculer l'ordre établi. On est pour et on est d'accord avec ça et c'est pour ça qu'on a fait ça. On se retrouve très vite pour un autre Pourquoi c'est culte. En attendant, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!